On a donné comme titre à cette conférence l'éducation des enfants, l'urgence de s'y mettre. Et en y réfléchissant, je me suis dit, il aurait fallu ajouter, si tant est qu'il ne soit pas trop tard. Et vous verrez que le si tant est qu'il ne soit pas trop tard n'est pas une figure de style. Quand on a fait mon portrait tout à l'heure, ce que l'on n'a pas dit très exactement, c'est que je suis un vieil homme et que je fais partie de cette génération de médecins qui, quand il prenait sa serviette le matin pour aller faire sa tournée de visite, était angoissé à l'idée des diagnostics terrifiants qu'il allait devoir poser. Moi, j'ai posé des diagnostics, il m'arrivait très régulièrement de rencontrer des poliomyélites et des tuberculoses, des méningites, de toutes ces cochonneries qui véritablement étaient menaçaient les enfants de mort. Mais les enfants que je rencontrais ressemblaient assez à l'enfant que j'avais été, et l'enfant que j'avais été ressemblait assez à l'enfant qu'avaient été aux enfants qu'avaient été mes parents ou mes grands-parents. À la fin de ma carrière, quand j'avais un enfant qui avait une diarrhée ou une bronchite, je me disais chouette, enfin un petit malade. Pour le reste, c'était un suivi banal et on venait chez moi avec des symptômes qui étaient préoccupants. Mais préoccupants pourquoi ? C'est un vendredi soir, c'est le dernier patient, je le prends, je suis de mauvaise humeur, je ne le connais pas, il a des cheveux blancs, un imperméable sale, des lunettes, je ne sais pas si c'est le grand-père ou le père, j'en sais rien. J'ai surtout pas envie de le voir et j'aimerais bien qu'il ne soit pas là. Mais je fais contre mauvaise fortune bon cœur et je l'introduis. Et le petit enfant, 5 ans, se précipite sur le pèse-personne et se met à sauter à pieds joints. J'ai à peine dit bonjour, entrez monsieur, le petit enfant va et saute à pieds joints. Et le monsieur va vite voir son enfant et lui dit « Tu sais mon chéri, c'est un pèse-personne, c'est un instrument fragile. Si tu sautes dessus, il va se casser, le docteur ne pourra plus... » Le petit enfant ne dit rien du tout, descend du pèse-personne, va aux côtés du pèse-bébé, il se met à secouer le pèse-bébé. Et le monsieur s'approche et lui dit « Tu sais, c'est un pèse-bébé, c'est un instrument extrêmement délicat, tu risques de le fausser, après le docteur ne pourra plus lire le poids des bébés. » Le gamin, il laisse tomber, il vient, il met une chaise devant le bureau, il monte sur la chaise et il monte sur le bureau, sur mon bureau. Moi, je me suis assis au spectacle de ce qui se passait et j'ai un bureau en verre, donc il se met à sauter sur le bureau. Et le père lui dit... Tu sais, mon chéri, c'est un bureau en verre, tu risques de te blesser si jamais tu le casses, et en même temps, c'est le bureau du docteur. Et à ce moment-là, mon regard croise son regard. Et je lui dis, vous ne pouvez pas tout simplement lui dire non. Calmement, comme je le fais là. Et là, son visage est devenu vultueux. Ses yeux se sont mis à jeter de grosses lueur du feu, il m'aurait tué volontiers. Et il me hurle, et c'est chez vous qu'on m'envoie. Moi qui ai une vie de lutte contre le fascisme, vous voulez que je dise non à mon enfant? Et c'était tellement violent qu'au lieu de lui répondre sur le ton très professionnel, je le regarde avec vraiment une forme de rage, et je lui dis, mais dites-moi, monsieur, quelle explication lui donnerez-vous quand il vous dira qu'il a envie de coucher avec sa mère? Vous allez faire quoi? Lui dire que son zizi est petit, qu'elle a un gros... Qu'est-ce que vous allez lui dire? De rouge, il est devenu vert.
Manifestement, il ne supportait pas l'idée. Sans aucun doute, l'ai-je renvoyé de façon brutale à ses propres fantasmes d'enfant. Il s'est tu. L'enfant, lui, devant cette engueulade entre adultes, s'est mis dans un coin et s'est mis à jouer avec les jouets. Et je lui ai dit, et vous venez me voir pourquoi? Il me dit, parce que je ne parviens pas à me faire obéir de mon enfant. Comment est-ce qu'on peut être amené à produire une erreur pareille? Eh bien, il y a quantité de raisons. Mais si je prends le thème aujourd'hui de l'éducation, en disant à la fois l'extrême importance qu'elle doit revêtir et également mon scepticisme sur le fait qu'il me semble que c'est déjà trop tard, c'est parce que nous faisons une confusion considérable autour du terme d'éducation. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, nous avons un ministère qui s'appelle ministère de l'Éducation nationale. Cette appellation est une simple hérésie. Quand ce ministère a été créé en 1834, il s'appelait ministère de l'Instruction publique, ce qui correspond parfaitement d'ailleurs à la vocation de ce ministère. En 1930, Édouard Herriot, qui était opposé aux écoles privées, a changé l'appellation du ministère pour l'appeler ministère de l'Éducation nationale. Et Pétain, pendant la guerre de 39-45, a repris le terme d'instruction publique, ce que n'a pas supporté De Gaulle, qui a restauré le terme d'éducation nationale. Ce terme d'éducation prête à confusion et il ne s'agit pas seulement d'un problème sémantique. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qu'il en est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a un article qui dit très, très clairement que tout enfant a droit à une éducation. Au lieu de dire à une instruction. Et ça fait quoi? Ça fait que dans mon cabinet, combien de fois ne suis-je pas intervenu auprès de parents aux enfants intenables? Et combien de fois ne me suis-je pas entendu répondre « Oh, mais docteur, ne vous inquiétez pas, il rentre à l'école en septembre et l'école va tout régler. » L'école n'a pas vocation à éduquer. L'école n'a pas vocation à éduquer pour une raison extrêmement simple, c'est que l'éducation, c'est du ressort des parents. Et seuls les parents sont capables de la donner et de la mener à bien. Encore faut-il qu'ils comprennent en quoi elle consiste. Le terme même de éducation dérive du terme dux ducis, qui veut dire le chef en latin, et en gros, éduquer, ça a comme sens conférer à un individu suffisamment de qualité pour qu'il puisse un jour devenir un chef. Dans les autres langues que le français, on a des nuances de cet ordre, c'est-à-dire que c'est un véritable travail qui est opéré par les parents pour faire en sorte que leur enfant acquiert les qualités destinées à faire de lui un individu non seulement vivable, mais un individu social, un individu qui peut s'inscrire dans le corps social. Ça devrait normalement être simple. Et combien de personnes ne prétendent-elles pas qu'il suffit qu'un enfant soit élevé dans un environnement duquel il peut prendre exemple pour que ça suffise? C'est une très profonde erreur de penser cela. Il y a également des personnes qui disent une fois qu'il aura compris, bien sûr, il acquérera les choses. Là, encore une fois, c'est une très profonde erreur. L'éducation, c'est un état d'esprit.
que très peu de parents ont aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, depuis quelques décennies. Et c'est un état d'esprit, d'une part, et d'autre part, ça doit commencer dès le berceau. C'est-à-dire, on ne doit absolument pas du tout attendre que l'enfant grandisse pour pouvoir éventuellement intervenir.